Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Partir un jour. Partir un jour, c'est un podcast où on va traiter d'une destination, de l'idée qu'on en avait à l'expérience sur place, en essayant de vous partager nos conseils et nos bons plans. La dernière fois, on avait abordé Cuba de manière générale. On s'était intéressé aux aspects plutôt techniques de la destination. Cette fois, on va plus s'intéresser à notre ressenti, faire un bilan de notre voyage, donner nos coups de cœur et essayer de donner un conseil au niveau d'un itinéraire à suivre. Bonjour Aurélie. Bonjour Rémi. Alors quel bilan tu tires de notre voyage à Cuba ? Écoute, personnellement un bilan plutôt positif. J'ai vraiment passé un très beau séjour sur l'île et j'ai découvert un pays que je ne connaissais finalement pas très bien. J'ai beaucoup appris sur son histoire. Globalement, ça a été une super expérience. Je sais pas pour toi ce que t'en as pensé ? Je ne sais pas si je peux dire que ça correspondait bien à ce à quoi je m'attendais. Disons qu'il y avait des choses qui correspondaient plutôt bien au niveau paysage, au niveau ambiance dans la Havane par exemple, ou dans les différentes villes. Et j'ai été surpris à d'autres moments, notamment dans les rencontres avec les gens, les relations avec les Cubains sur place qui n'étaient pas toujours simples. Il y a eu des petites choses. Bon, ça joue sur le ressenti global du voyage, par exemple le fait qu'on avait des petits problèmes de communication, beaucoup de gens qui ne parlaient pas anglais. Ça rend les choses peut-être plus difficiles que ce à quoi je m'attendais. Mais en tant qu'expérience même des endroits, on va dire, les plages par exemple, c'était encore mieux que ce à quoi je m'attendais. Trinidad, ça a été aussi une révélation. On a tous vu des photos avant d'y aller, les vieilles voitures et tout ça, mais de le voir avec nos propres yeux, de le découvrir comme ça, je trouve que ça a été... Enfin, c'est pas comparable à autre chose, c'est pas comparable à des photos. Et il y a d'autres choses qui m'ont surpris. Par exemple, Cuba, je trouve, est un pays qui a une histoire qui est assez forte, mais en même temps, tu n'y vas pas pour visiter des tas de choses. C'est pas un pays dans lequel on visite beaucoup de musées. Enfin, il y a des musées, mais ils sont tellement anachroniques dans leur présentation que tu vas pas pour visiter les musées, en fait. Tu vas pour voir le pays, te promener dans les rues, peut-être, plus que pour visiter les musées. J'ai trouvé que c'était un pays très riche en ambiance. Que ça soit la vieille Havane, bien évidemment, qui est souvent prise en exemple. De façon globale, la fin de l'après-midi, t'as les gens qui sortent dans la rue, ils installent une table devant chez eux, ils font une partie de domino. On a aussi, dès qu'on s'arrête pour boire un verre, c'est difficile, c'est quasiment mission impossible en fait de trouver un bar sans un orchestre qui joue les morceaux cubains que tout le monde connaît, Chan Chan, Hasta Siempre, etc. Au point qu'on se dit qu'on n'arrivera jamais à se les sortir de la tête en revenant. C'est vrai. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé durant ce voyage, je m'y attendais pas du tout, mais c'est d'être coupé complètement d'internet pendant 3 semaines. J'avais pas spécialement d'appréhension à l'idée de devoir mettre mon smartphone au repos durant cette période, mais je savais pas très bien quoi m'attendre. Je savais juste que internet à Cuba c'était compliqué. Effectivement, internet à Cuba c'est très compliqué. Et finalement, ça a été vraiment reposant. 3 semaines sans Facebook, sans réseaux sociaux, sans rien. Oui, d'ailleurs, quand on va à Cuba, on a un peu l'impression d'être comme ça, hors du temps. Déjà, tout ce qu'on a autour de soi, on a une espèce d'anachronisme avec toujours les vieilles voitures, mais aussi les vieux bâtiments. À la Havane, soit il n'y a pas d'horloge sur les églises, soit elles ne sont pas à l'heure. Il y a comme ça vraiment l'impression d'être dans un paysage qui est figé hors du temps. C'est vrai plus dans certaines parties de l'île que d'autres, mais le fait de ne pas avoir Internet joue aussi dans cette impression parce qu'on n'a pas de rapport comme ça à l'instantané qu'on peut avoir quand on est connecté tout le temps. Maintenant, c'est quand même possible d'avoir Internet si vraiment on le souhaite. Et voilà, nous, on s'est pas prêté au jeu, donc on est resté sans connexion pendant tout notre séjour, mais chaque ville propose des spots Wi-Fi, et pour se connecter, il faut une carte internet. Pour se la procurer, par contre, ça c'est un petit peu la croix et la bannière, il faut aller dans une boutique de téléphonie, et généralement, il y a la queue, faut compter 1 heure ou 2 d'attente minimum pour avoir sa carte, et apparemment, une fois qu'on a sa carte, la connexion est assez laborieuse aussi. Donc voilà, c'est possible d'avoir internet. Mais mieux vaut rester coupé hors du temps. Nous, c'est le conseil qu'on donnerait, en tout cas. 3, 4. Je pense qu'on a fait un peu le tour pour le bilan global, on va dire. Je propose qu'on attaque les coups de cœur. Ok, alors est-ce qu'il y a quelque chose que tu as particulièrement apprécié pendant ton voyage ? Alors moi, un de mes coups de cœur à Cuba, je pense que ça a été Vignales, donc cette petite bourgade campagnarde à l'est de la Havane. L'Ouest. À chaque fois, je me trompe.
Cette petite bourgade à l'ouest de la Havane, perdue au milieu des champs de tabac ou des champs de maïs quand c'est pas la saison du tabac, surtout perdue au milieu des mogotes. C'est formation géologique qu'on ne trouve que là, à ma connaissance. Apparemment, les mogotes, on les trouve un peu partout dans les Caraïbes, mais Vignales, c'est vraiment l'endroit où elles sont le plus présentes et où on les voit le mieux. Et du coup, qu'est-ce qui t'a particulièrement séduit sur Vignales? Il y a plusieurs choses. Déjà, on venait de la Havane, qui était quand même, qui est la capitale, et qui a vraiment une ambiance particulière, mais qui est d'abord une ville. Et ici, on s'est retrouvé dans la campagne. Le contraste était vraiment très fort en fait, on était dans un autre univers, une autre image de Cuba. Quelque part je me sentais moins oppressé du coup en étant à Vignales qu'à la Havane. Mais je suis facilement oppressé par les villes. Puis voilà, c'est une autre ambiance, il fait plus calme, il y a peut-être moins de gens forcément, c'est moins peuplé. Il y a peut-être tout autant de touristes, ça dépend. Il y a plus de poules, il y a plus de cochons, on les croise, ils se baladent. Bon, il faut dire que notre casa, c'était clairement une ferme, donc on avait toutes les ménageries devant la chambre. Justement, devant la chambre, on avait aussi les paysages. Enfin, les paysages avec justement toujours ces mogotes, c'est magnifique, avec le coucher de soleil ou le lever de soleil d'ailleurs. Si vous avez la chance d'avoir comme nous une casa où on a vraiment une vue sur les mogotes et sur le paysage environnant, c'est génial en fait d'ouvrir sa porte le matin et de voir ça. Et de se promener au milieu de tous ces paysages qui sont sauvegardés. Il n'y a pas un développement à outrance de centres urbains. La vallée est d'ailleurs sauvegardée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et voilà, on fait des excursions à pied, à cheval, en vélo. Moi qui aime bien me promener, je trouve que c'était vraiment sympa. Et puis même à partir de Vignales, il y a moyen aussi de partir à la plage, que ce soit à Cayo Ibiza ou à Cayo Rutia. Enfin voilà, c'est peut-être 3 ou 4 jours sur notre voyage de 3 semaines, mais moi ça m'a vraiment marqué. Et toi, qu'est-ce que tu retiens de notre voyage? Alors moi, mon gros coup de cœur, ça a été Trinidad. Donc Trinidad, c'est une petite ville coloniale qui est assez bien restaurée. Je suis tombée amoureuse des petites rues avec les maisons de toutes les couleurs qu'il y avait là-bas. Trinidad est aussi classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui. Parce que c'est effectivement une ville qui n'a pas bougé, qui a connu une grande richesse et qui a eu ensuite beaucoup de difficultés financières. Donc la ville n'a pas évolué, n'a pas bougé. Et une fois qu'elle a été classée, tout a été fait pour justement garder la ville telle qu'elle était. Et donc on la retrouve dans son état quasi original en fait. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu et j'ai beaucoup aimé aussi la région. Trinidad est un point de départ pour faire énormément d'excursions. Il y a donc toute la vallée de Los Ingenios qui est classée également au patrimoine mondial de l'UNESCO, dans laquelle on trouve les anciens moulins à sucre, et qui reprend toute une vallée dans laquelle la culture sucrière était fortement développée à l'époque de l'esclavagisme et dans laquelle il reste pas mal de sites en état ou en cours de restauration qu'on peut visiter. La visite se fait en une petite demi-journée. Il y a le parc naturel de Topes de Colantes juste à côté, avec de nombreuses balades, des tas de cascades et autres randonnées à faire, et la plage assez proche. D'ailleurs, on peut la voir en montant un petit peu sur la hauteur de la ville. On a vue sur la mer, donc la plage est vraiment très proche. On n'a pas testé la plage du côté de Trinidad, mais d'après ce qu'on nous a dit, c'était assez sympa. Il y avait aussi des balades à cheval qu'on pouvait faire, qu'on n'a pas non plus fait parce qu'on en avait déjà fait à Vignales où on était juste avant d'aller à Trinidad. Donc voilà, la plage et les promenades à cheval, on l'a pas fait à Trinidad, mais c'est aussi parmi les nombreuses activités qu'on peut faire à partir de là. Et également, ce qu'on n'a pas fait parce que logistiquement ça ne s'est pas mis, mais il est possible depuis Trinidad de faire une journée à Santa Clara. Oui, pour peu qu'on arrive à avoir les bons horaires de bus. Donc nous, les bus étaient en complet, on n'a pas pu prendre cette option, mais c'est également une possibilité depuis cet endroit. Donc, c'est une ville qui est vraiment bien située pour rayonner aux alentours. Une chose qu'on a également essayé à Trinidad, ce sont les cours de salsa. Il y a plusieurs écoles qui proposent des cours, c'était assez sympathique. D'ailleurs, on y est retourné une deuxième journée tellement ça nous a plu. On m'a aussi dit qu'il y avait des cours de percussion, même si ça on l'a pas testé, mais c'est vrai que Trinidad est aussi bien placé en termes de musique. Il y a la Casa de la Musica, qui est vraiment juste au centre-ville, où tous les soirs il y a de la musique et des gens qui dansent. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, Trinidad est une ville qui est aussi vivante le soir, et qui est vraiment très plaisante à visiter. Donc si vous allez à Cuba, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Arrivez à la Havane, allez à Vignales, puis à Trinidad, ou l'inverse, et vous pouvez rentrer chez vous. Ou alors vous pouvez suivre l'itinéraire qu'on va vous donner maintenant. Attends! On va s'arrêter ici! C'est le pays des chauves-souris.
Alors après avoir passé 3 semaines à Cuba, on peut conseiller un itinéraire qui ressemble un petit peu à celui qu'on a fait avec quelques ajustements après coup, des choses qu'on ferait peut-être différemment parce qu'on n'avait pas certaines informations ou on s'est rendu compte qu'il y avait moyen de modifier un petit peu les choses. Donc comme la plupart des avions arrivent à La Havane, le plus simple c'est de commencer par La Havane, passer 1 ou 2 jours pour visiter la capitale cubaine, de là partir sur Vignales. Faut toujours compter une journée par transit, par voyage entre villes en fait, parce qu'on perd facilement vite une journée sur les routes ou même une demi-journée, donc il faut prévoir ça aussi dans son planning. Oui, c'est vrai qu'à chaque fois les transports prennent du temps à Cuba. Donc Vignales, nous on est resté 2 jours sur place, donc 1 jour pour visiter la vallée et 1 jour à Cayo Levisa. Ça nous a semblé pas mal compte tenu de ce qu'il y avait à faire sur place. Je sais pas, t'aurais eu envie de rester plus longtemps? La seule raison pour laquelle on aurait pu rester plus longtemps, ça aurait été de dormir, parce qu'il y avait un espèce de complexe hôtelier à Cayo Levisa, et de rester du coup 2 jours sur place. Maintenant, il faut aimer rester sur la plage le temps de 2 jours. Nous, c'est vrai qu'on n'allait pas forcément à Cuba pour profiter des plages. Moi, je me suis demandé si ça aurait valu la peine de rester 1 jour de plus pour essayer de se rapprocher plus des Mogotes, parce que c'est vrai que finalement, on a circulé beaucoup dans la vallée, on les a vus plutôt de loin. On n'est pas allé tout près. Maintenant, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller tout près si on ne fait pas de la spéléo? Je ne suis pas sûre. Puis oui, c'est un peu compliqué de partir à l'aventure comme ça, tout seul. Il n'y a pas vraiment moyen de partir avec un guide. Les excursions qui se font à partir de Vignales sont assez limitées en fait. C'est une balade qui a un circuit déjà défini. Et on peut pas vraiment aller au plus près des Mogotes ou choisir un itinéraire différent. On n'a pas vraiment ces options-là sur place en fait. Donc il faut partir à l'aventure tout seul, sans plan très précis, parce que l'office de tourisme ne délivre pas de plan très précis de la vallée. Enfin voilà, c'est toute une série de choses qui rendent les promenades sur place peut-être un peu plus compliquées. Et partir à l'aventure tout seul, moi ça m'a paru un peu compliqué. Je sais pas si on l'aurait fait en fait. Tu penses qu'on l'aurait fait? En fin de séjour, je pense qu'on aurait été un peu plus franc à le faire. En début de séjour, on était encore un peu frileux par rapport à ça. Donc une fois qu'on a fait le tour de Vignales, nous on était partis directement sur Trinidad. Maintenant on a découvert qu'il y avait moyen de faire mieux. Il faut savoir que le trajet Vignales-Trinidad est très long. Il y a vraiment 1 journée de route non-stop. C'est 7-8 heures. 7-8 heures pour rallier les 2 villes. Il y a moyen de couper le trajet en s'arrêtant à Cienfuegos. Ça se fait apparemment assez régulièrement. Cienfuegos est une petite ville entre les deux, une ville côtière. Il n'y a pas grand-chose à visiter. La place est classée à l'UNESCO, elle vaut un petit peu le détour. En dehors de ça, bon, voir un petit peu le front de mer avec les anciens hôtels coloniaux. Oui, encore, c'est assez anecdotique en fait. Voilà. Donc on a très vite fait le tour. Par contre, le lendemain, il est possible de demander un taxi, voire un taxi collectif, pour rallier Trinidad, en passant par le parc de Topes de Colantes, en s'arrêtant à la cascade de El Nicho, qui est sur le chemin, qui est une cascade assez sympathique à voir. Enfin, moi, j'avais bien aimé. Non, vraiment très sympathique, vraiment ce qu'on s'imagine quand on imagine une cascade avec la piscine naturelle, au milieu vraiment de la jungle en quelque sorte, mais quand même accessible assez facilement. Peut-être un peu trop facilement. C'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui fait la balade. Maintenant, le site vaut quand même le détour et ça permet justement de couper cette route Vignales-Trinidad qui, sans ça, est assez longue, en rajoutant une petite étape sympathique sur le parcours. Ensuite, on arrive à Trinidad. Donc Trinidad, on peut compter 3-4 jours sur place. Comme on l'a dit, c'est une très bonne place pour rayonner. Selon ce qu'on cale sur ces journées, il y a moyen d'avoir des journées bien remplies et de pas mal rayonner aux alentours. Donc on l'a dit, la vallée de Los Ingenios, le parc de Topes de Colantes, la ville en elle-même, avec notamment le Museo de la Luchas contra los Bandidos, qui est un petit musée de la Révolution en ville. Donc comme les quelques musées qu'on a fait, notamment le musée de la Révolution, la scénographie est assez datée et on a plus l'impression d'avoir un culte de la personnalité envers les révolutionnaires qu'un réel musée. Mais ce qui vaut vraiment le détour dans ce musée, c'est sa situation dans un ancien couvent dont le clocher est accessible. Et du clocher, vous avez une vue panoramique sur la ville assez sympa. Donc comme on l'a dit, depuis Trinidad, il y a moyen de faire l'aller-retour jusqu'à Santa Clara en une journée. Je sais pas si c'est une bonne idée, si c'est pas une bonne idée. Moi je trouve que quand on part en vacances, c'est pas pour être pressé, donc je dirais de rester une nuit à Santa Clara, ça ne coûte rien. Santa Clara, qui est la ville du Che, c'est là notamment qu'on peut voir sa statue, celle qui fait 7 mètres de haut, qui surplombe son mausolée, où il y a aussi le musée où on retrouve un peu l'histoire de sa vie, et où on retrouve notamment le monument du train blindé. Oui, l'attaque du train blindé qui a été vraiment un des tournants assez décisifs de la Révolution, au cours de laquelle Che Guevara a attaqué la ville de Santa Clara
avec seulement 300 hommes et le lendemain a réussi à prendre un train blindé qui transportait des munitions et qui a permis aux révolutionnaires de se rééquiper et de reprendre du poil de la bête. C'est vraiment les deux points d'intérêt de Santa Clara. J'avais lu également dans les guides que Santa Clara est une ville universitaire avec beaucoup d'ambiance la nuit. Maintenant, nous, on était assez crevés par nos journées, donc on n'a pas vraiment expérimenté cet aspect de la ville, mais apparemment, il y a des choses assez sympas à faire en soirée. Et donc nous, on a aussi été jusqu'à Santiago de Cuba. Oui, grande expérience. Le trajet jusqu'à Santiago prend encore plus de temps que le trajet pour aller à Trinidad. Ici, il faut compter, je pense, au moins 16 heures. C'est la Havane de Santiago, Oui, ça à partir de la Havane. Et nous, même en partant de Trinidad, on avait choisi de couper le voyage en s'arrêtant à Camagüey, une autre petite ville dans laquelle il n'y a pas énormément de choses. Non, Camagüey, effectivement, on a très vite fait le tour. Elle est connue pour être la ville des églises. Il y a 9 églises et c'est à peu près tout en fait. Mais ça nous permettait de couper la route en deux et de voir une ville supplémentaire. Donc on a choisi cette option-là plutôt que de passer une journée complète dans le bus. Et alors ensuite on est allé à Santiago. Et pour reprendre un des titres d'articles de mon blog, faut-il aller à Santiago de Cuba ? C'est la question qu'on s'est posée une fois sur place. C'est vrai qu'en lisant le guide, on avait repéré plusieurs choses à faire et à voir dans la région. Maintenant, quand on est arrivé chez Infotour pour voir ce qu'on pouvait faire, ça a été un petit peu la déconvenue. Les excursions étaient très très chères et quasiment toutes incluaient un passage dans le parc de la préhistoire avec les vrais faux dinosaures en papier mâché qui ne nous intéressaient mais absolument pas. C'était cher, c'était plus cher qu'ailleurs en fait, parce qu'il y a beaucoup moins de touristes qui vont jusqu'à Santiago de Cuba, vu que c'est beaucoup plus loin dans l'île. L'itinéraire de la plupart des touristes ne va pas jusque là. Et donc finalement, comme il y a moins de touristes, il n'y a pas les mêmes excursions au même prix, et donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Voilà, maintenant on s'est posé la question, si on avait une voiture de location, si ça n'aurait pas été plus simple et plus intéressant de visiter la région. On n'a pas vraiment de réponse parce qu'on n'était pas dans ce cas-là, mais c'est une question qui peut être posée. Maintenant, un des gros éléments qui nous avait motivés aussi à aller jusqu'à Santiago, c'était qu'on était sur Cuba à l'époque du carnaval et que Santiago propose le plus grand carnaval de l'île et le plus ancien aussi, donc c'est un événement assez majeur à Cuba. On était sur place à ce moment-là, donc ça aurait été dommage de rater l'événement. Oui, le carnaval de Santiago a lieu donc à la fin du mois de juillet généralement. Ça se situe entre le 20 et le 30, ça dure une semaine, il faut vérifier les dates. Maintenant, si vous êtes là plus tôt, il faut savoir que la semaine avant le carnaval, c'est le carnaval des enfants, donc c'est la même chose en un peu plus petit, un peu plus court. Et avec des enfants. Et avec des enfants, forcément le carnaval des enfants. Mais c'est aussi très sympathique à voir. Nous, on a eu la chance d'arriver à Santiago le dernier jour du carnaval des enfants, donc la veille du carnaval officiel, donc on a pu voir un peu les deux. Et les deux étaient très sympathiques. Moi, c'est ce que je retiens vraiment de Santiago de Cuba, c'est le carnaval. Sans ça, je suis pas sûr que je conseillerais à quiconque d'aller jusque là-bas. C'est tellement de tracas, tellement de difficultés d'aller jusque là et d'en revenir que finalement, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? C'est vrai que c'est une question qui se pose et d'ailleurs nous-mêmes on avait prévu de rester 3 jours à Santiago, on avait déjà acheté nos billets de retour et face au manque d'activité on n'a pas hésité à laisser tomber nos billets et à prendre un taxi collectif, tant pis pour la perte, pour repartir sur l'ouest de l'île et continuer à visiter d'autres choses qui nous intéressaient plus. C'est pour ça que moi en fait si on me demande combien de temps passer à Cuba, j'aurais peut-être tendance à dire plus 2 semaines parce que si on ne va pas jusqu'à Santiago, il y a moyen de se concentrer donc sur la Havane, Vignales, Trinidad, peut-être des plages si on aime vraiment la plage, genre aller à Varadero ou dans ces eaux-là, et sur 2 semaines je pense que c'est jouable. Oui, c'est sûr que sur 2 semaines, il y a moyen d'avoir un bel aperçu de l'île. Maintenant, ça dépend aussi à quel point on a envie de prendre son temps et de se poser. Sans aller à Santiago, je pense qu'on aurait pu aussi tout à fait remplir nos 3 semaines. On aurait bien aimé aller voir du côté des plages plus touristiques, voir un petit peu de quoi ça avait l'air par curiosité. On n'a pas eu le temps de le faire, ou simplement rallonger certaines étapes. Que venez-vous chercher ici? Les coquillages? Non, je visite l'île.
coup, Cuba, est-ce que c'est une destination à conseiller ou à déconseiller? De mon côté, je dirais que c'est une destination qui peut convenir à tout le monde. Tous les types de voyages peuvent se faire à Cuba, que ce soit aller en all-inclusive dans un hôtel, profiter de la plage uniquement, ou alors traverser le pays à vélo ou en sac à dos. C'est vraiment un pays où toutes les opportunités de voyage sont possibles. Maintenant, en termes de difficulté de voyage, est-ce que c'est le pays le plus simple? Je ne sais pas. Je pense pas que ce soit le pays le plus simple parce que c'est vrai qu'il y a toujours la barrière de la langue. On est habitué à pouvoir parler anglais partout et à Cuba ce n'est pas le cas. C'est l'espagnol qui prime, l'anglais étant parfois complètement absent, ce qui rajoute parfois une petite difficulté. Maintenant, ce n'est rien d'insurmontable. On l'a fait sans trop de difficultés. En général, dans ces échanges un petit peu compliqués, tout le monde garde le sourire. Et pour peu que vous parliez espagnol, alors là, il n'y a plus aucune difficulté. On a rencontré des gens qui se faisaient déposer par le taxi collectif au milieu de nulle part. On se demandait vraiment où est-ce qu'ils allaient, comment ils allaient se débrouiller. Mais voilà, ils n'avaient pas la difficulté justement de s'exprimer et de se faire comprendre. Et ils étaient un peu libres d'aller où ils voulaient, comme ils voulaient. Voilà, en dehors de ça, Cuba, c'est une destination assez simple, surtout que maintenant elle s'ouvre de plus en plus. C'est une raison d'ailleurs que beaucoup de voyageurs prennent pour y aller maintenant, c'est que ça s'ouvre et l'idée est d'y aller avant que ça ne change trop. Je pense que c'était aussi une de nos motivations à nous pour aller là-bas, de voir le pays tel qu'il était et avant qu'il ne s'ouvre complètement peut-être aux États-Unis. Ça reste une bonne raison d'y aller maintenant. On n'a pas vu beaucoup d'Américains sur place. D'autant que Trump a de nouveau refroidi les relations avec Cuba, donc le réchauffement cataclysmique annoncé par tous est peut-être un petit peu postposé. Heureusement pour les touristes, peut-être un petit peu moins heureusement pour les Cubains, qui vont continuer à devoir vivre dans la débrouille totale sans rien. En parlant de ça, moi c'est quand même quelque chose qui a fort marqué mon séjour, donc c'est les relations avec les Cubains. On se fait régulièrement aborder dans les rues de la Havane par exemple, pour savoir si on a soit de l'argent, ou des choses comme des savons, des stylos. Ça peut être vraiment des objets un peu anodins pour nous, mais qui n'en sont pas pour eux. Et du coup, on parle parfois d'arnaque à la Havane, comme des gens qui veulent vous emmener boire un verre, et que vous vous retrouvez à leur payer des verres dans un bar, sous l'excuse de parler à des vrais Cubains. C'est pas encore ça, c'est simplement des gens qui sont dans le besoin et qui essayent de vivre avec le tourisme et de voir comment ça peut les aider. Comme tu le disais, c'est de la débrouille finalement aussi. C'est quelque chose de très présent à La Havane, peut-être moins ailleurs, ça dépend où on se trouve sur l'île, mais en tout cas c'est quelque chose auquel je m'attendais pas forcément. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit quand on va à Cuba. C'est pas un pays où les habitants sont riches. Je le dis parce que moi, ça a induit un peu parfois un sentiment de méfiance par rapport à certains rapports avec les gens que j'ai pu avoir sur place. Un sentiment de méfiance qui n'était pas toujours justifié d'ailleurs, parce que parfois j'ai eu de très bonnes surprises. À Santiago de Cuba, à un moment, on cherchait de l'eau, parce que comme il fait super chaud en mois de juillet là-bas, il faut toujours avoir une bouteille d'eau sur soi, voire plusieurs, parce que quand on se retrouve sans eau, on meurt. Et c'est là qu'un type est venu nous demander si on cherchait quelque chose. On lui a dit qu'on cherchait où acheter de l'eau. Il nous a conduit à un bar et son acte était tout à fait désintéressé. Et voilà, c'était juste une rencontre sympathique. On a discuté, on a un peu blagué ensemble, un peu en anglais, un peu en espagnol. C'est aussi ça la magie des rencontres en voyage et c'est aussi un des bons souvenirs que je garderai de Cuba. Et du coup, en prenant tout ça en compte, est-ce que tu y retournerais? Je sais pas si j'y retournerai, mais pas par rapport à tout ça. J'hésiterais à y retourner parce que j'ai eu un peu l'impression au bout de 3 semaines d'avoir fait le tour du pays, d'avoir vu la majorité des choses. Bon, j'aurais voulu aller jusqu'à Baracoa, on en avait discuté, après Santiago d'aller jusque là, parce qu'il paraît que c'est très différent et qu'il y a des choses aussi, enfin c'est un autre Cuba à Cuba. Je regrette un peu de ne pas l'avoir vu, mais je ne sais pas si je retournerai là-bas exprès pour ça. Et je pense qu'il faudra qu'il y ait quelques années qui se passent avant que je ressente vraiment l'envie d'y retourner, peut-être pour voir ce qui a changé et ce genre de choses. Mais là tout de suite, je pense pas que j'y retournerai. Et toi ? Est-ce que j'y retournerai? Je pense que dans l'absolu, oui. Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, finalement, ce qui m'a principalement marqué à Cuba, ce sont les ambiances. C'est d'ailleurs la chose principale que je retiens de mon voyage plusieurs mois après le retour. Et puis bon, on va pas se mentir, les mojitos, c'était quand même vachement sympa. C'est vrai que les mojitos, c'était bien. Surtout au bord de la plage. Le grappin m'a choisi. Adieu, mes amis, je vous quitte pour un monde meilleur. Je pense qu'on a fait le tour de Cuba cette fois-ci après ce deuxième épisode de Partir un jour. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser sur nos blogs respectifs. Donc moi c'est sur notevoyageur.eu. Aurélie, toi c'est... Moi c'est sautdepuce.fr avec des tirets. La prochaine fois, on parlera soit de Londres, soit de Prague. On n'a pas encore décidé. Ce qui est sûr, c'est qu'on vous emmènera en Europe. Et jusqu'à la prochaine fois, à bientôt. À bientôt. Et générique. Partir un jour.
J'avais promis que j'allais le faire.